Adeptes de la grande toile, bonjour. À l'occasion de la sortie du très prometteur Monster's Call, ou quelques minutes après minuit dans sa version française du réalisateur Juan Antonio Bayona, on vous propose de revenir sur son précédent métrage. Alors préparez-vous à vous laisser submerger par vos émotions, parce que c'est l'heure du ciné-club de The Impossible. À l'origine, The Impossible s'inspire de l'histoire vraie de la famille de Maria Bellon, victime du tsunami qui a ravagé la côte thaïlandaise en décembre 2004. Séparés par le désastre, les Bellon finiront par se retrouver par hasard dans l'hôpital où Maria, gravement blessée, doit subir une opération. Pour retranscrire fidèlement l'histoire, Bayona et son scénariste Sergio Sanchez ont d'ailleurs eu recours à la véritable Maria Bellon pour les aider tout au long du tournage. C'est même elle qui a choisi l'actrice Naomi Watts pour incarner son personnage. La principale différence tient dans le nom de famille des protagonistes qui a été changé en Bennett. Et quitte à spoiler la fin du film, The Impossible est donc un mélodrame sur une famille de touristes séparés par un tsunami et qui finira par se retrouver dans un hôpital. À sa sortie, le film a été férocement descendu par une partie de la critique française. Outre son aspect purement mélodramatique, qui lui a valu d'être qualifié de pornographie émotionnelle, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, le film a été critiqué principalement pour deux raisons. La première est qu'un film sur une catastrophe telle que le tsunami de 2004 devrait s'interdire de jouer avec les émotions du spectateur bien à l'abri dans une salle de cinéma, sous prétexte que cela transformerait la tragédie en spectacle. La deuxième est qu'en se focalisant sur une famille d'occidentaux blancs privilégiés, Juan Antonio Bayona ignorerait la souffrance des populations locales. Bon, premièrement, il nous semble que ces reproches éclairent bien plus les présupposés idéologiques de ceux qui les émettent qu'ils ne remettent en cause la qualité de l'œuvre. Mais surtout, il révèle une incompréhension totale de l'expérience qu'il aurait proposée, car comme on va le voir, ces deux aspects du film sont indissociables des intentions du réalisateur. Et comme la question du jugement moral ne nous intéresse pas trop et qu'on ne demande pas à un film de nous conforter dans notre bonne conscience, c'est justement à ces intentions que nous allons nous intéresser. Alors qu'est-ce qu'a voulu faire Juan Antonio Bayona ? En première analyse, l'objectif du cinéaste est à la fois simple et terriblement compliqué. Il veut raconter un miracle. Il veut faire passer l'idée que la séparation, la survie et finalement les retrouvailles de la famille Bennett constituent un événement impossible, qui défie les probabilités. Pour cela, il articule son découpage autour de l'opposition entre les obstacles qui se dressent entre les protagonistes et les liens qui les unissent. Par exemple, l'alternance entre deux points de vue vient souligner de manière récurrente la distance qui sépare les différents membres de la famille. Tandis que dans le même temps, les cadrages s'animent avec une incroyable fluidité pour illustrer le lien indestructible qui rassemble les personnages à travers l'espace. En résulte une tension violente qui parcourt tout le récit, de l'intensité de la scène du tsunami où Bayona entend immerger, sans mauvais jeu de mots, le spectateur dans la catastrophe, jusqu'aux dernières étapes d'un récit où les personnages souffrent, se cherchent, se croisent sans se voir. Tout au long de The Impossible, Juan Antonio Bayona déploie ainsi un sens profond du cinéma afin de faire vivre au spectateur l'état de tension physique et émotionnelle de protagonistes tiraillés entre espoir, frustration, souffrance et lâcher-prise. Jusqu'au dernier moment, sa mise en scène parvient à nous faire douter de la résolution attendue de son drame et donne corps aux angoisses et antagonistes auxquels font face les héros pour finalement déployer toute la puissance dramatique du miracle de leurs retrouvailles. L'impossible du titre, ce sont donc ces retrouvailles, mais c'est aussi ce tsunami, le plus meurtrier de l'histoire, et ce qu'il représente intimement pour les personnages. Car si les protagonistes de cette histoire sont des touristes occidentaux aisés, c'est parce que The Impossible traite aussi de la fin d'un monde illusoire. Ce que nous montre Bayona, c'est tout d'abord une famille emblématique du mode de vie occidental. En apparence, les Bennett sont heureux, mais leur bonheur n'est pas sans faille. Le père est trop absorbé par son travail. La mère ressent sa vie de femme au foyer comme une prison, et l'aîné est en pleine crise d'adolescence et se montre distant avec ses frères. Leurs instants de bonheur sonnent clichés, et leurs problèmes familiaux semblent avoir été choisis pour être les plus communs. Tout concourt à donner à cette famille une apparence superficielle, déconnectée de la réalité, et pour couronner le tout, les premières images de leur séjour en Thaïlande, comme l'arrivée à l'hôtel ou la cérémonie des lanternes, évoquent presque des pubs pour agences de voyage. Leur vie tout entière est contenue dans un univers factice. Le tsunami va radicalement rappeler les Bennett à la réalité. Soudain, des objets qui représentaient le confort de leur mode de vie vont redevenir de stricts moyens de survie. Une canette de soda devient une source de subsistance. Le téléphone portable qui servait au père à se déconnecter de sa famille redevient un outil de communication indispensable lorsqu'il permet d'établir un lien avec les proches. Jusqu'à cette scène aussi concrète dans son enjeu que puissamment symbolique, où le fils aîné comprend que sa mère est toujours vivante lorsqu'il remarque que les bijoux du corps qu'on lui montre ne sont pas les siens. Objet vain et superficiel par excellence, les bijoux deviennent alors un moyen d'identification inversée.
Ce changement dans leur rapport aux objets contribue à une déconstruction profonde de l'identité de chacun des Bennett. Le père qui se voyait en soutien de famille distant doit soudain être réellement présent pour ses 2 plus jeunes enfants et prendre soin d'eux. De la même façon, les circonstances obligent la mère et le fils aîné à évoluer. L'adolescent sera contraint de prendre des responsabilités d'adulte pour prendre soin de sa mère, tout en acceptant de rester son enfant. Et réciproquement, Maria devra faire le deuil de son identité idéalisée de femme et de mère occidentale pour embrasser la précarité de sa condition humaine. Alors qu'elle vivait dans l'illusion de contrôler sa vie, elle va lâcher prise pour pouvoir survivre et guider son fils dans ses premiers pas d'adulte. So bossy. I wonder who I take after. Cette notion de lâcher prise est visuellement omniprésente dans le film depuis le premier plan après le raz-de-marée où on voit Maria accrocher de toutes ses forces à un tronc d'arbre et être obligée de littéralement lâcher prise et de se laisser emporter par la vague pour ne pas laisser son fils seul, jusqu'à la séquence d'opération finale où le personnage doit accepter de s'endormir et donc de perdre totalement le contrôle et replonger dans le maelstrom. Tout au long du film, la mise en scène limpide de Juan Antonio Bayona ne cesse d'exprimer la nécessité pour ses personnages de laisser mourir une identité artificielle pour retrouver des vérités profondes et primordiales. Car le miracle dont il est question dans The Impossible, ce n'est pas seulement les retrouvailles de la famille Bennett, c'est aussi et surtout la transfiguration des individus qui la composent. Le plus gros des prises de vue de The Impossible est filmé à hauteur d'homme, quelquefois en plongée. Dès lors, chaque plan en contre-plongée prend une signification particulière, à l'orée du fantastique, en illustrant par le symbole les étapes du parcours des personnages. Par exemple, le fils aîné qui plonge sous la surface artificielle d'une piscine avant que la furie naturelle du tsunami ne vienne brutalement envahir son refuge factice. Ou bien une vue subjective du père qui voit la silhouette de 2 de ses fils se détacher d'un trou dans le toit, comme si la vision de cette silhouette lui faisait prendre conscience de la caverne de Platon qui est devenue son existence. Ou encore la mère qui fait face dans le maelstrom à un mur qui se brise pour laisser entrer une lumière puissante vers laquelle elle va devoir s'élever, comme si elle devait voir de ses propres yeux la destruction de ses illusions pour renaître à la vie. Et pour souligner l'aspect transcendant de la transformation de ces personnages, Bayona n'hésite pas à faire appel à des symboles qui évoquent cette idée dans plusieurs traditions. L'arbre dans lequel se réfugient Maria et son fils peut ainsi évoquer l'arbre de vie de la tradition kabbalistique juive, qui permet d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs jusqu'à retrouver l'union avec Dieu. Tout comme on peut penser à Yggdrasil, l'arbre monde de la mythologie viking auquel Odin se pendit pour apprendre le secret des runes. Le contexte de la Thaïlande peut également convoquer l'image de l'arbre sous lequel Bouddha médita pour atteindre l'illumination. Mais en plus d'illustrer l'élévation spirituelle des Bennett, chacun de ces symboles tente de répondre à sa manière au mystère des lois de l'univers, du macrocosme et du microcosme. Car le récit des Bennett n'est pas seulement celui de la transfiguration d'individus isolés, mais aussi celui du bouleversement et de la réorganisation d'un groupe et au-delà, de tout un monde. Lors de la séquence où la vague vient ravager la terre ferme, l'image des arbres tombant les uns après les autres évoque le parcours d'une bête semant la destruction sur son passage. Le tsunami est ainsi assimilé au Léviathan, cette force primordiale et primitive de l'océan évoquée dans le livre de Job, capable de bousculer l'ordre du monde. Face au nouvel ordre primitif imposé par le cataclysme, chacun des Bennett va être amené à se reconnecter, à interroger et à redéfinir son rôle au sein du groupe, de sa famille et de son environnement. Et même sa place dans l'univers, comme en témoigne une scène centrale où une discussion sur les étoiles mène le film aux limites du récit cosmogonique et invite le spectateur à repenser sa propre condition et à s'élever en même temps que les personnages. They're dead, aren't they? They're dead. But once they were so bright that their light is still traveling through space. We can still see them. Car là où le projet de Juan Antonio Bayona trouve sa grande finalité, c'est dans l'alchimie entre son postulat philosophique le plus profond et l'expérience qu'il propose à son spectateur. Pour le cinéaste, afin de s'élever spirituellement et d'accéder à la grâce et à la compréhension de sa place dans le grand tout, l'être humain doit se réunir avec son groupe et se confronter avec lui à la dure réalité de l'existence. En cela, la vision de Bayona s'oppose radicalement à celle, par exemple, d'un Terrence Malick, dont le Tree of Life se basait sur l'idée que la grâce était une propriété inhérente à l'univers qui pouvait se manifester aussi bien chez l'humain que chez les dinosaures, ou que dans la matière inerte des galaxies en formation. D'après Malick, l'individu chute de cet état initial en étant confronté à la dureté de l'existence et à la violence du groupe. Retrouver cette grâce perdue est alors une question de contemplation et de méditation solitaire pour le personnage comme pour le spectateur, l'un comme l'autre perdu dans l'univers. A l'inverse, pour Bayona,
L'élévation est une question collective et elle passe non pas par la contemplation, mais par l'expérience et les émotions violentes. Il est même probable que Bayona considère que la grâce ou la transcendance n'existent pas en elles-mêmes, qu'elles ne sont pas une réalité immanente, mais qu'elles sont une création du cœur humain lorsque celui-ci est soumis à des épreuves extrêmes. Pour transcender sa nature humaine, il faut accepter de voir son univers se briser, lâcher prise et se laisser submerger par les émotions afin de pouvoir renouveler son rapport au monde. Dès lors, il était logique et même indispensable que le réalisateur façonne l'expérience émotionnelle, physique et collective la plus intense possible pour que tout son public partage dans un même élan la souffrance, la perte de repères et la lutte vers l'élévation de la famille Bennett, avec l'espoir peut-être illusoire que les spectateurs aussi en ressortent transformés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce ciné-club, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. En attendant le prochain, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker notre page Facebook ou à nous suivre sur Twitter. Bon bref, vous connaissez le principe. Et si vous vous sentez d'humeur généreuse, vous pouvez même nous soutenir sur Tipeee. Ah oui, et surtout, n'oubliez pas d'aller voir Monster's Call, ou quelques minutes après minuit. Ou appelez-le comme vous le voulez, mais allez le voir, nom de Dieu. I wish I had 100 years. 100 years I could give to you. I'm afraid. Of course you are afraid, but you will make it through. For this is why you called me. Come on.